Eh ben, bonjour à tous, bienvenue à cette 16e table ronde des 24 heures du climat. Donc, nous allons parler de finances vertes et plus précisément, selon l'intitulé de la table ronde, de comment réorienter la finance privée vers des produits verts. Donc, nous avons aujourd'hui autour de cette table des expertises différentes sur le sujet qui vont permettre de fournir des vues complémentaires de la situation et nous éclairer sur les perspectives et sur ce qu'il reste à faire sur ce sujet. Donc, nous avons tout d'abord Madame Bénédicte Perrol, députée de la 3e circonscription de l'Allier et co-autrice notamment d'un rapport sur les outils publics encourageant l'investissement privé dans la transition écologique. Nous avons également Laurette Philippot, chargée de campagne finance privée pour les Amis de la Terre. Nous avons également Julie Evin, chef projet finance à l'Institut de l'économie pour le climat. Nous avons également Nathalie Layani, directrice de la politique durable à la Caisse des dépôts et consignations. Et enfin, Karen de Gouve, responsable du développement finance durable chez Natixis. Donc, nous allons aujourd'hui aborder ensemble comment réorienter la finance vers des produits verts. Et donc, on va s'intéresser aussi bien à la phase amont, c'est-à-dire comment financer des projets pour les entreprises et collectivités en finançant la transition et le bas carbone, mais on va également s'intéresser à la phase aval, c'est-à-dire proposer aux épargnants des produits financiers intégrant leurs préférences environnementales et notamment climatiques. Et donc, pour cela, on pourra identifier notamment deux axes dans cette réflexion. Le premier axe, c'est construire un socle de normes et de métriques pour intégrer la question de l'environnement et du climat dans la finance. Et donc, il s'agit de pouvoir s'entendre sur les termes, sur les choses que l'on mesure. Et donc, on parlera dans cette table ronde des données extra-financières, de reporting climatique, de taxonomie des activités, de labels. Et sur ce premier point, les outils se mettent en place depuis 2015, donc c'est quand même assez récent. La France a été pionnière dans de nombreuses initiatives, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et on a un cadre qui est notamment aussi permis par le plan d'action finance durable européen. Et le dispositif se met en place. On a également un deuxième point important qui est changer d'échelle sur le financement de la transition et de l'économie bas carbone. Et en effet, même si on a des objectifs définis au niveau national et européen, notamment avec des horizons en 2030 et 2050. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une économie alignée sur une trajectoire de degrés. Et de la même manière, l'offre de produits verts est à ce stade très limitée en volume. Donc, nous avons des outils qui se mettent en place, mais ils sont encore à ce stade assez peu utilisés. Voilà. Donc, nous allons discuter de tout ça. Et pour débuter cette table ronde, je vais laisser la parole à Alexandre Holroyd, député français des Français de l'étranger et auteur du récent rapport Choisir une finance verte au service de l'accord de Paris, qui a été publié en juillet cette année et qui propose des propositions très précises, notamment sur les questions de données extra-financières et de produits d'épargne vert. Monsieur le député, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Mathieu et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici aux 24 heures du climat. Moi, il y a une chose qui m'interpelle dans le débat public aujourd'hui et d'ailleurs dans les tables rondes qui ont précédé, c'est qu'on parle énormément du plan de relance et à juste titre, parce que le plan de relance est fondamental pour réussir la transition écologique, mais que grosso modo, dans la période depuis le début du confinement, entre mars et aujourd'hui, il y a entre 75 et 85 milliards d'euros qui ont été épargnés par les Français et que la Banque de France pense que d'ici la fin de l'année, ce sera à peu près 100 milliards d'euros d'encours en plus sur les différents produits d'épargne qui peuvent exister en France. Et du coup, cette épargne considérable qui s'inscrit dans un champ d'épargne qui regroupe plus ou moins 5 000 milliards d'euros d'épargne en France, elle pose une question qui, à mon avis, est essentielle. C'est comment est-ce qu'on s'assure qu'elle est investie de façon à être en adéquation avec le modèle économique durable qu'on souhaite. Parce que cette épargne, une fois qu'elle rentre dans le système financier, elle va ici financer un projet d'infrastructure, là financer une PME, ici financer un plan de relance à travers de la dette. Et c'est un sujet fondamental de compétitivité parce que je pense que se dessine là l'avenir de la finance. C'est un impératif de souveraineté parce que derrière les qualifications dont Mathieu parlait se cachent en fait des définitions de modèle économique pour demain. Et c'est la condition sine qua non de la réussite de la transition parce que c'est la manne d'argent qu'il nous faut pour réussir une transition écologique qui est très gourmande en capital et qui sera beaucoup plus gourmande en capital que ce que la finance publique peut amener. Du coup, c'est la question que le Premier ministre m'a posée en décembre et j'ai essayé pendant 6 mois avec à peu près 150 auditions dans 10 pays d'arriver à faire des recommandations. Et j'ai groupé ces recommandations autour de 3 grandes priorités. La première,
c'est d'établir des outils indispensables à l'alignement des flux financiers, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il nous manque des outils. Normalisation de reporting de carbone, je propose un indicateur de pari sur les portefeuilles financiers, je propose un label de transition. Je suis ravi d'ailleurs que Barbara Pompili l'a annoncé récemment que le MTES travaillait dessus. Deuxième chose, c'est d'orienter l'investissement vers la transition bas carbone, c'est-à-dire d'utiliser ces outils de façon très concrète pour orienter l'épargne de façon croissante. Et troisième chose, c'est d'encourager l'innovation dans un domaine où je pense que pour l'instant, il n'y a pas assez d'innovation. En tout cas, il n'y a pas la rencontre qu'on espérerait entre la green tech et la fintech. Et pour ça, c'est d'assurer une libre concurrence à chacun, c'est-à-dire beaucoup de transparence dans l'utilisation des données extra-financières et un accès à une concurrence libre à cette donnée pour plus de responsabilité. Alors, j'en conclus ici parce que c'est un aperçu très bref des travaux, mais on continuera à travailler avec Bercy à l'MTES et avec toutes les parties prenantes et évidemment tous les gens qui sont autour de cette table d'ailleurs, dont beaucoup ont été auditionnés dans le cadre de ce rapport. Et c'est un plaisir de participer à cette table ronde sur un sujet qui, à mon avis, est absolument central et essentiel. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député, pour cette introduction et effectivement pour ce briefing, ce panorama des éléments du rapport qui sont effectivement assez riches sur ces différents sujets. On va débuter la table ronde avec une autre députée, cette fois-ci, Madame Bénédicte Peyrol. Donc, vous aviez publié donc, début 2019, comme je disais, un rapport donc, sur les outils publics encourageant l'investissement privé dans la transition écologique. Donc, il y avait notamment un des 4 volets de ce rapport qui concernait la finance verte. Et pour commencer donc, notre état des lieux, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques éléments de constat que vous aviez fait dans le cadre de ce rapport et puis les évolutions législatives qui ont eu lieu par la suite pour nous donner finalement un panorama des progrès récents qu'on a pu observer sur ces questions-là. Oui, merci Mathieu. Bonjour à toutes et tous. Et déjà, je vais commencer par remercier notre collègue Anthony Sellier qui est à l'origine de ces 24 heures du climat. Alors, je vais me concentrer sur la partie épargne privée des ménages. J'aurais pu parler de beaucoup de choses, mais je crois que les personnes autour de cette table vont pouvoir en parler aussi. Je pense notamment à toute la partie entreprise et institutionnelle. Mais pour revenir sur l'épargne privée, je pense qu'on connaît tous et on a beaucoup entendu parler de ces sondages et on en a fait un d'ailleurs à l'Assemblée nationale dans le cadre des travaux que j'ai pu mener sur le comportement des Français et leurs attentes sur l'utilisation de leur argent et du sens qu'ils veulent donner à leur épargne. Sans une grande majorité à apporter une importance sur l'utilisation de leur épargne, mais il y a aussi cette même majorité qui est très importante et qui considère ne pas être informée concernant les outils qui existent, et en particulier les labels. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 2 labels qui sont présents en France, qui sont le label Greenfin, anciennement Tech. D'ailleurs, on a modifié le nom parce que tech, ça ne parlait pas forcément aux gens et on pensait plutôt à technologie plutôt qu'environnement. Donc, il s'appelle maintenant Greenfin, qui a une taxonomie très, très exigeante et très, très, très verte foncée. Et on a le label ISR, qui est tout ce qui est engagement social et environnemental, qui est donc beaucoup plus large que le label Greenfin. Et aujourd'hui, ces 2 labels sont finalement assez peu connus. C'est le constat qu'avait fait déjà le rapport Ducré-Lemay, et que je reprends d'ailleurs dans mes travaux et j'ai pu évaluer en rencontrant de nombreux acteurs que effectivement aujourd'hui il y avait un manque de communication et je réitère la proposition qui a été faite par Sylvie et Pierre sur le sujet avec la nécessité d'avoir une grande campagne de communication parce que là nous sommes autour de cette table des avertis du sujet. Nous y sommes sensibles, mais la grande majorité des Français ne connaissent pas ces 2 labels. Il y a aussi la dimension forcément bancaire et ma relation avec mon conseiller bancaire. Je vais dans ma petite banque de détail, dans ma circonscription à Vichy, à QC ou ailleurs, et je suis confrontée à mon banquier et une nécessité très très forte que le réseau bancaire se mobilise, soit formé aussi à la vente de ces produits. Et il y a la Banque de France qui mène, et la PCR, qui est l'autorité de contrôle, qui veille également à ce que la vente de ces produits, qu'il n'y ait pas d'arguments commerciaux qui aillent dans un sens contraire à la vente de ces produits. Donc ça, c'est une action
alors qui à mon sens n'est pas assez forte, hein, parce que bon, elle est écrite dans les perspectives que mène la PCR et puis la Banque de France. Néanmoins, je pense qu'on a encore énormément de travail. La Banque de France aussi, à travers son action d'éducation financière des Français, et le site internet qui existe aujourd'hui mène une action d'information auprès des ménages français, mais on se rend bien compte que cette dimension-là reste encore très largement à travailler. Il y a une dimension sur laquelle on a travaillé dans le cadre des travaux de la loi Pacte, dont on a aussi beaucoup entendu parler, sur la dimension assurance-vie et épargne retraite. Alors, je n'ai pas gagné la bataille de l'épargne retraite. J'avais déposé des amendements qui n'ont pas été adoptés. Mais concernant l'assurance vie, ce qu'on a réussi à obtenir des assureurs et du gouvernement, c'est que les assureurs vie soient obligés de présenter dans la partie unité de compte verte ou solidaire, et à partir de 2022, ce sera et unité verte et unité de compte solidaire à ceux qui souhaitent souscrire à des contrats d'assurance vie. Donc, c'est une obligation et on espère que ça va entraîner finalement un effet positif sur ces personnes qui seront des souscripteurs à ces unités de compte. Il y a également la dimension information sur ces produits-là. En deuxième lecture, et là on était avec Mathieu Orphelin main dans la main pour obtenir des avancées sur le sujet, il est aussi important que les épargnants sachent concrètement dans quelle assurance ils sont et dans quel établissement, et est-ce que cet établissement est vertueux ou pas. Et donc, il y a une obligation d'information du souscripteur et du détenteur du contrat d'assurance pour savoir quelle est la part d'épargne et de transition qui est investie dans la transition écologique. Donc, comme ça, l'épargnant va pouvoir aussi peut-être décider de changer d'établissement ou en tout cas avoir cette conversation avec son assureur s'il estime que c'est insuffisant. Mais cette part d'information aujourd'hui, voilà, il me semble qu'elle est très, très importante. Il y a aussi, et ça a été une avancée, même si sa mission était déjà bien engagée sur le sujet, je veux parler de l'autorité des marchés financiers qui aujourd'hui a un rôle très important de veille de l'information sur tous ces sujets d'écologie, de transition écologique. Il y a le danger du greenwashing. Et il est important que en matière de gouvernance, nous ayons des institutions qui veillent à ce que l'information soit juste, véridique et crédible. Et donc, dans la loi Pacte, on a également renforcé le rôle de l'AMF dans sa mission de veille et de contrôle de l'information qui est délivrée sur les marchés. Et ça participe aussi à la transformation des missions de cette autorité. Et je pense que ça, c'est un véritable pas en avant. J'en terminerai parce que je peux être très très longue par deux outils pour, j'ai envie de dire, ouvrir le débat avec la Caisse des dépôts, le LDDS et le livret A. Alors, juste pour dire que le LDDS, Bruno Le Maire, lors du Climate Finance Day en 2017, avait dit qu'il était nécessaire que le livret d'épargne de développement durable et solidaire soit enfin utilisé à 100% à la transition écologique. Donc, ça a été, pour la partie centralisée, j'ai envie de dire, rétabli, puisqu'on peut constater que les prêts verts qui sont assis sur l'épargne réglementée dépassent l'encours du LDDS. Donc, en tout cas, les derniers chiffres que j'avais en main, on pouvait se dire que tout ça a été rétabli, mais notre rôle de parlementaire aussi, c'est de contrôler tout ça. On a des parlementaires qui sont au conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et on y est très vigilant. Et sur le livret A, là aussi, il y a une part qui est dédiée à la transition écologique. J'ai déposé un amendement en loi Pacte pour élargir l'utilisation du livret A justement à cette part de transition écologique. Avant, c'était uniquement pour la rénovation énergétique des bâtiments. Donc là, j'ai proposé que ce soit ouvert plus largement au projet de transition écologique. Dernier propos sur qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Je pense qu'il faut qu'on, bien évidemment, simplifie les labels, mais je crois qu'il y a un trou entre le Greenfin et l'ISR. Avec Alexandre, on en parlait cette semaine. Et justement, pour mobiliser tout cet argent des Français, il faut qu'on... L'ISR, en fait, et désolée, je vais peut-être faire mal à des oreilles, certaines oreilles, mais on peut avoir des portefeuilles ISR qui sont à des degrés, à 5 degrés.
Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc vraiment, on va y travailler. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver un intermédiaire. Alors, Barbara Pompili a effectivement annoncé des travaux sur un label transition. Il faut que Bercy soit pleinement impliqué dans ces travaux parce que si on sort uniquement un label du côté du ministère de la Transition écologique et solidaire, on sait que voilà, on n'aura pas toutes les parties prenantes et on n'atteindra pas l'objectif. Et là, peut-être que le plan de relance est une opportunité. Il y a un label relance qui est créé. Il n'y a pas de dimension environnementale. Donc là aussi, je nous fais une propre alerte à nous-mêmes parlementaires, mais c'est vraiment une dimension sur laquelle il faut travailler. Il y a sûrement la partie fiscalité. Alors, ce n'est pas un sujet qu'on aime bien en ce moment. Néanmoins, je pense qu'il faut ouvrir le débat aussi sur une fiscalité incitative sur les produits verts, que ce soit d'assurance vie. Alors, l'épargne, déjà, c'est déjà très incitatif puisque il n'y a pas de fiscalité sur le livret A. Néanmoins, sur l'assurance vie et encourager les transferts, je pense que la fiscalité reste toujours quand même un très bon outil. Voilà pour ma partie. Merci Mathieu. Merci beaucoup, Bénédicte, pour tous ces éléments. Et effectivement, on voit qu'avec la loi Pacte notamment, et puis les premiers labels qui sont sortis en 2017 en France, on a mis les premiers éléments pour permettre d'associer les épargnants à cette finance verte. Donc, c'est un point important, mais c'est vrai qu'on en est encore au début et donc on va travailler ensemble à tout ça. Julie Evin, pour continuer peut-être ce panorama, donc I4C étudie de près le cadre législatif et réglementaire qui conditionne les pratiques des acteurs de la finance. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments pour bien comprendre donc les enjeux pour permettre l'alignement des flux en termes donc notamment de cadre réglementaire et comment donc le mesurer et comment le favoriser cet alignement, et peut-être un peu également votre éclairage sur l'information et le conseil aux épargnants. Oui, bonjour à tous. Merci Mathieu. Peut-être juste un tout petit mot, c'est que donc, cette table ronde, elle s'appelle « Réorienter la finance privée vers les produits verts ». Mais nous, à I4C, on aime à penser que le débat est plus large. En fait, la question dépasse vraiment les seuls produits verts. C'est comment s'assurer qu'en fait, l'ensemble de la finance vienne assurer la transformation de toute l'économie et vienne assurer cette transition bas carbone. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur la question des produits verts. Nous, ce qu'on défend à I4C et ce à quoi on travaille, c'est en fait venir démontrer quel rôle peut jouer la réglementation financière en fait, pour justement accélérer ces processus, parce qu'en fait, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que les actions, les engagements des seuls acteurs financiers ne suffisent pas. Donc, il n'y a à la fois évidemment pas assez de financement pour les activités vertes. Évidemment, il ne s'agit pas de remettre ça en cause, mais il y a de l'autre côté du prisme, en fait, il y a aussi trop de financement qui continue envers les activités brunes. Et puis, il y a aussi cette vraie difficulté de venir financer justement cette transformation des activités brunes vers les activités vertes. Donc, il faut vraiment, quand on parle aussi de réglementation financière et de transition, comprendre l'ensemble de ce prisme et pas uniquement les produits verts. Donc, nous, ce qu'on pense de la réglementation financière et ce qu'on essaie de porter, c'est qu'aujourd'hui, elle est vraiment vue comme trop technique, qu'elle n'intéresse que les experts, que ce n'est pas forcément un sujet de débat public. Or, nous, on pense que dans ce panel d'outils qui existe pour la réussite de la transition bas carbone, il y a évidemment la fiscalité, les réglementations sectorielles, mais il y a aussi la réglementation financière et c'est un outil, même si ça requiert beaucoup de pédagogie, c'est un outil qui mérite d'être discuté. Donc, pour vous donner un petit peu quelques clés, il y a 3 grands enjeux sur lesquels on travaille. Le premier, et les députés en ont parlé, un des premiers outils qui est vraiment essentiel, c'est celui de la transparence climatique des acteurs financiers. Donc, sur cet outil, évidemment, il y a des choses qui ont été faites depuis 2015 avec la loi de transition énergétique qui a introduit donc, cette obligation de transparence climatique pour les acteurs financiers. Mais on voit, après quelques années de mise en place, qu'en fait, cet exercice, il a trouvé ses limites, puisqu'aujourd'hui, les acteurs qui le font, ils s'acquièrent d'une forme de reporting de conformité. Ils se mettent juste au niveau en parlant des risques climatiques, ou alors certains font un peu plus de marketing ou de communication en parlant à quel point ils sont plus ou moins alignés sur l'accord de Paris. Et je reviendrai un petit peu sur ce que ça veut dire d'être aligné avec l'accord de Paris. En tout cas, nous, ce qu'on constate
à l'Institut de l'économie pour le climat, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de confusion qui règne et c'est vraiment essentiel d'aller plus loin justement dans cette démarche en se concentrant sur à la fois des mesures d'impact, d'investissement, hein, de quoi on parle, quel est le véritable impact sur le climat de ces politiques d'investissement, et puis aussi remettre un peu de clarté justement dans ces méthodologies. Qu'est-ce que ça veut dire d'être aligné avec l'accord de Paris? Est-ce qu'on parle uniquement de mitigation, donc de baisse des émissions? Est-ce qu'on parle aussi de biodiversité? Est-ce qu'on parle aussi d'adaptation? Et donc nous, ce qu'on propose et ce sur quoi on est en train de travailler, on l'annoncera dans quelques mois, c'est venir vraiment définir des critères minimums qui rendent ces méthodologies acceptables. Voilà, pour trier un petit peu le bon grain de livret. Même si aujourd'hui, il y a très peu voire aucune méthode qui sont complètement parfaites, on peut quand même commencer à distinguer certaines méthodes qui tirent vraiment trop vers le greenwashing et d'autres méthodes qui présentent des aspects plus intéressants. Donc ça, c'est sur le premier gros défi donc de la transparence climatique de l'ensemble des acteurs financiers. Le deuxième défi, c'est de venir, là je ne vais pas rentrer dans la technicité vraiment des règles qu'utilisent les régulateurs, mais pour vous faire comprendre un petit peu, c'est de savoir si on utilise plutôt la pénalisation ou l'incitation ou un mélange des deux pour faire évoluer les acteurs financiers. Qu'est-ce qui est le plus efficace, le plus utile? Et là, je parle notamment des acteurs bancaires, parce qu'en Europe, c'est principalement, on parle évidemment beaucoup des acteurs de marché, mais en fait, les acteurs bancaires, donc les banques, elles assurent un poids en fait considérable dans le financement de l'économie. C'est elles qui ont en charge tout le financement des PME, des ETI, qui assurent aussi le maillage sur tout le territoire. Et c'est ces acteurs-là qu'il s'agit aussi de venir embarquer dans la transition. Il n'y a pas que les grandes entreprises auxquelles on pense plus souvent. Or, ce que nous, on constate, c'est que le niveau de compréhension de la transition des acteurs bancaires, des acteurs financiers sur le changement climatique, il reste encore très, très faible. Et donc, en fait, cette mauvaise compréhension, ou voire cette absence de compréhension des sujets climatiques, ça reste un vrai obstacle en fait au financement des projets de la part des entreprises. Et donc, du coup, pour nous, ce qu'on pense, c'est que en fait, chez les régulateurs, il y a des leviers possibles en fait pour venir changer cette compréhension et pour vraiment venir embarquer les acteurs bancaires, soit via la contrainte, soit via l'incitation, pour venir changer leur comportement et aussi venir changer leur compréhension du sujet. Je pense que Karen De Gouve de Natixis, qui interviendra après moi, pourra vous parler un petit peu de comment est-ce que ça a changé les choses chez eux. Et donc, ça, c'est vraiment le deuxième défi autour de est-ce qu'il faut utiliser de la pénalisation, de l'incitation, comment on arrive à embarquer les acteurs financiers dans la transition. Et c'est subtil, c'est assez complexe. Et le dernier défi, enfin, c'est comment est-ce qu'on vient raccrocher ces évolutions qui se passent au sein de la sphère financière à justement l'économie réelle. Donc, aux entreprises d'une part, comment est-ce qu'on s'assure que vraiment ce qui se passe dans la sphère financière découle sur les entreprises, et puis aux épargnants de l'autre. Moi, là, je vais plus vous parler des épargnants parce que c'était un peu le focus de cette table ronde. Mais donc, on l'a dit, et les deux députés qui sont intervenus précédemment l'ont rappelé, la demande vraiment des consommateurs, elle est là pour ce type de produit, ça les intéresse. On ne peut pas juste dire que les épargnants ne sont pas du tout intéressés par leur épargne. Cependant, en fait, on ne leur pose jamais la question et on n'a pas forcément des produits adaptés à leur proposer. Donc, quand je parle de produits adaptés, on n'a pas forcément de produits qui tiennent leurs promesses en termes d'impact. C'est ce que je vous expliquais au tout début. Il faut vraiment s'assurer que quand on vend un produit qui est dit aligné sur l'accord de Paris ou qui est dit vert ou qui est dit de transition, il faut s'assurer qu'on a les bons outils justement pour venir mesurer cela. Donc ça raccroche à toute la partie sur la transparence climatique. Et puis de l'autre côté, c'est ce que la députée Bénédicte Perrol évoquait, c'est qui sont les gens avec qui les clients vont interagir. Donc, quels sont les conseillers clientèle et les banques? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils comprennent suffisamment les enjeux pour venir expliquer aux épargnants quels produits ils vendent? Et puis, du coup, quelle trajectoire climat les épargnants vont pouvoir acheter, dans quel monde ils se situent. Donc, voilà un petit peu pour ces trois grands enjeux qui animent aujourd'hui les sujets de réglementation financière. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Mathieu, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage, notamment sur des aspects assez techniques quand même de la réglementation et qui permettent de bien comprendre les enjeux. On va passer maintenant peut-être à des visions plus métiers de ces questions-là, et on va commencer donc du coup par la Caisse des dépôts avec Nathalie Layani. Donc il y a eu récemment, donc la Banque des Territoires et BPI France ont annoncé ce mois-ci d'ailleurs un plan commun pour accélérer la transition écologique de la France. Et donc, elle prévoit d'injecter 40 milliards d'euros dans les 4 prochaines années, en se focalisant donc sur 3 axes, la décarbonation des entreprises et des territoires, le développement des énergies renouvelables et le financement massif des innovations vertes. Donc, la Caisse des dépôts se positionne en tant que banque du climat. Donc c'est particulièrement intéressant pour éclairer notre discussion. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les leviers pour stimuler ces investissements verts et puis également les freins que vous rencontrez pour déployer ce programme? Et puis enfin, je vous laisserai aussi donner des éclairages à la question de la députée Madame Perrol sur le livret développement durable et solidaire dont vous gérez 60% des dépôts. Voilà. Merci beaucoup Mathieu, merci à tous. Je suis vraiment ravie d'être là parce que c'est un débat crucial dans le contexte actuel et dans l'urgence à laquelle nous devons faire face, à savoir d'assurer une relance qui soit vraiment soutenable. Alors, avant de rentrer dans le vif de la question que vous me posez, Mathieu, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a expliqué Julie Évin. Ce qu'on cherche peut-être à résoudre ici dans cette table ronde, c'est de savoir comment on peut faire émerger plus de projets en faveur de la transition écologique, comment en fait on peut mieux diriger les investissements vers ces projets pour qu'in fine, on atteigne les objectifs que la France s'est fixés et qu'on atteigne la neutralité carbone. I4C publie chaque année un panorama des financements verts, hein, Julie l'a évoqué, qui montre qu'il y a un gap d'investissement crucial et significatif d'environ 55 milliards par an si on veut atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Alors, ces chiffres sont gigantesques. Il faut bien comprendre que ce qui est mesuré là, c'est le manque, je dirais, de CAPEX, c'est-à-dire vraiment les dépenses d'investissement des entreprises. Mais ce qu'on constate, nous, c'est que finalement, les financements, les disponibilités du côté des banques publiques, des investisseurs institutionnels sont là. Enfin, l'argent est là. Il y a beaucoup à faire encore pour décarboner les portefeuilles, pour arrêter les financements bruns, pour s'aligner avec des scénarios 1,5 degré. Là, vraiment, et je vous expliquerai ce que fait la Caisse des dépôts, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à combler ce gap de financement. Nous, ce qu'on constate, parce que en fait, la Caisse des dépôts, au travers de la Banque des territoires, finance les collectivités locales et au travers de BPI France, les PME et les PMI, c'est qu'il y a souvent une inadéquation entre les besoins des porteurs de projets, qu'ils soient collectivités locales ou PME, et les financements associés. Dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, par exemple, quand vous êtes une collectivité locale et que vous rénovez un bâtiment public, d'abord, politiquement, ça ne se voit pas beaucoup parce que vous ne coupez pas de ruban, donc les acteurs locaux ne sont pas encore beaucoup en demande de prêts à la rénovation énergétique des bâtiments, et c'est là que la loi est essentielle. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une contrainte réglementaire, en fait. Nous, on a des enveloppes de financement pour la rénovation énergétique des bâtiments qui ne sont pas utilisées, en fait. Et là, on va mobiliser 15 milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments, du logement social, mais aussi des PME et des PMI. On sait que dans ces enveloppes, en fait, il n'y en aura qu'une partie qui sera utilisée. C'est malheureux à dire, mais voilà. Nous, on est capable de rénover 22 millions de mètres carrés de bâtiments publics et tertiaires. Mais je dirais que le problème, c'est aussi l'incitation réglementaire et l'adéquation des financements. Et donc, quand on parle de rénovation énergétique des ménages, par exemple, là, ce qu'on constate, c'est que les ménages ne sont pas encore prêts ou n'ont pas encore vu vraiment quel pouvait être l'intérêt sur la facture d'énergie de faire de la rénovation. Donc, il faut aller vers des subventions, des aides directes, peut-être du tiers financement,
mais pas forcément des mesures d'investissement ou des mesures de financement qui soient très conditionnées, etc. Par ailleurs, nous, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de petits projets dans les secteurs peu matures qui nécessiteraient des garanties qui ne sont pas encore assez rentables pour attirer des financements, je dirais, publics ou privés, parce qu'ils sont perçus comme trop risqués. Et donc là aussi, il faut pouvoir développer des instruments de garantie et de financement adaptés. Mais je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Alors, vous l'évoquiez, Mathieu, oui, la Caisse des dépôts va mettre à disposition des financements les plus adaptés possibles pour essayer de vraiment prendre sa part à cette relance durable, en complément des financements qui ont été annoncés par le gouvernement. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, je l'ai dit. Sur les énergies renouvelables, on va mobiliser 14,5 milliards sur 5 ans, ce qui pour nous constitue un objectif de production de capacité d'énergie renouvelable de près de 9 gigawatts en 5 ans, donc c'est quand même très important. Et puis, on va mobiliser aussi des financements pour la mobilité durable, pour la construction de pistes cyclables, etc. Idem sur la biodiversité, idem sur la décarbonation de l'industrie. On va aussi mobiliser des enveloppes pour aider les PME à faire des diagnostics énergétiques et auprès du secteur industriel pour trouver de nouveaux modèles de production. Donc là, BPI France va mettre à disposition des prêts pour ces secteurs pour les aider à se décarboner. Et puis, on va aussi investir massivement dans les green tech, dans l'innovation verte. On va mobiliser des enveloppes assez conséquentes, 2,5 milliards pour faire ce que le député Holroyd appelait de ses voeux, c'est-à-dire un peu plus d'innovation verte. Une fois qu'on a dit ça, il y a encore beaucoup de choses à faire, et sur l'épargne, je vais y revenir, pour réorienter les financements vers cette économie bas carbone. Sur la partie gestion de l'épargne, la Caisse des dépôts, comme vous le savez, donc, centralise une partie de l'épargne réglementée, donc l'épargne qui va sur le livret A et le LDDS, une partie seulement, donc 60%. Il y a 40% de cette épargne qui est gérée par les banques commerciales. Et la Caisse des dépôts, sur la base de cette épargne, en fait, finance des prêts aux collectivités locales. Tout ce que je viens de vous raconter sur le plan climat qui va être porté conjointement par la Banque des territoires et par BPI France est financé en partie, pour la partie Banque des territoires, par cette épargne. Et évidemment, pour l'épargnant, pour le citoyen français, c'est très important de savoir ce que la Caisse des dépôts fait de cette épargne. Alors, nous, on a sans doute un problème de communication parce qu'on n'a pas le lien direct avec l'épargnant, mais il y a un certain nombre d'informations qui sont dans nos rapports d'investissement responsable sur notre site internet, etc. Ce que je voudrais vous expliquer ici, c'est que d'abord, sur tous les prêts qui sont faits par le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, en utilisant cette épargne réglementée, en fait, tous ces prêts sont soit des prêts qui vont à la transition écologique, donc c'était avant tout la rénovation énergétique des bâtiments, mais de plus en plus la mobilité durable, les ENR, etc., comme le disait Bénédicte Pérolle. Et là, on a obtenu des assouplissements de la part de Bercy pour faire plus sur la T2E, donc c'est essentiel. Mais tout le reste de cette épargne gérée par le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts va sinon à la cohésion sociale, c'est-à-dire à la construction de logements sociaux, de logements intermédiaires, de logements pour personnes handicapées, d'EHPAD, ça va au projet de politique de la ville, au projet urbain, etc. Donc, en gros, j'aime pas utiliser les ODD parce qu'il y a une tendance à faire de l'ODD washing en ce moment, mais 100% des financements sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts sont ODD compatibles. C'est soit de la transition écologique, soit du logement social, soit de la politique de la ville durable. Maintenant, nous, on fonctionne à la demande, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, nos financements sont distribués en fonction des demandes des collectivités locales. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de projets, comme je vous le disais tout à l'heure, que par ailleurs, nos prêts ne sont pas forcément ultra compétitifs par rapport à ceux du marché ou à ceux de la BUI. Et donc,
tout ce qui n'est pas distribué aux collectivités locales sert soit à rémunérer les épargnants, soit, et le reste est placé sur les marchés financiers. Donc, l'argent qui reste, issu de cette ressource qui est centralisée à la Caisse des dépôts, est en effet investi dans des placements financiers, donc dans des actions et des obligations. Et là, évidemment, nous sommes interpellés par les parlementaires et par la société civile sur ce qu'on fait de cet argent et comment on gère ces portefeuilles d'actifs. Je ne veux pas être trop longue, mais je pense qu'il est important que je dise à ce stade que la Caisse des dépôts a vraiment développé une politique de gestion de portefeuille 100% ISR, avec vraiment un objectif d'alignement sur des scénarios de neutralité carbone. On fait partie d'une coalition qui est sous l'égide des Nations Unies et qui vérifie que tous les 5 ans, on va prendre des engagements de décarbonation pour être neutre en carbone, et on a déjà fait beaucoup pour réduire l'empreinte carbone de nos portefeuilles. Et par ailleurs, on a pris des engagements d'exclusion sur le charbon, et bientôt, fin octobre, au Climate Finance Day, nous annoncerons d'autres exclusions sur le secteur fossile, pour faire en sorte que, en effet, la façon dont la Caisse des dépôts gère l'épargne des Français et plus largement les financements qui nous sont confiés soit vraiment compatible avec des scénarios de neutralité carbone. Voilà, j'étais un peu longue, mais je pense que c'était important à ce stade du débat d'indiquer tout ça. Merci beaucoup Nathalie pour ce premier éclairage donc vu d'une banque publique. Et maintenant, je vais passer la parole du coup à Karen de Gouve, qui est donc côté Natixis. Natixis, donc la banque d'investissement du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et donc voilà, même problématique avec voilà comment faire davantage de projets verts, comment les qualifier d'ailleurs de verts. Et puis, peut-être aussi voilà, un regard sur l'information que vous pouvez aujourd'hui donner aux clients particuliers et le conseil extra-financier. Merci beaucoup, Mathieu. Vous m'entendez bien? Oui. Parfaitement. Alors, côté Natixis, effectivement, on est la BFI et le gérant d'actifs du groupe BPCE, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de développer les produits qui sont distribués dans les réseaux, donc dans les réseaux Caisse d'Épargne et Banque Populaire. Donc on est en fait en amont de la chaîne avant la partie distribution. Alors sur la question de la définition du vert, c'est en fait le plus compliqué. Aujourd'hui, ça a été dit à plusieurs reprises, il y a un risque de greenwashing parce que tout le monde veut faire du vert, parce qu'on est dans le cadre du plan finance verte de la Commission européenne, parce que le vert se vend plutôt bien. Les produits verts, ce qui s'appelle vert, qui veut s'appeler durable, climat, etc., ont fleuri au cours des 5 voire 10 dernières années. Donc, il y a un besoin très précis aujourd'hui de revenir à des définitions communes. Je crois que Julie Evin l'a bien décrit. On a un besoin fort d'avoir des définitions claires, des méthodologies communes, partagées par l'ensemble des acteurs, au niveau français, bien sûr, mais ce serait encore mieux au niveau européen. Et c'est quelque part ce qui est en cours grâce à la réglementation européenne. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de la taxonomie européenne, c'est un terme un petit peu barbare pour dire classification des activités économiques. Donc, l'Europe a développé un ensemble de méthodologies pour définir justement ce qui, dans les activités économiques, peut être considéré comme vert de ce qui ne l'est pas. Il y a tout un travail qui a été fait depuis 2 ans par un groupe d'experts pour secteur économique par secteur économique, définir précisément ce qui peut être défini comme vert. Donc on va vers, et c'est tout l'enjeu de cette taxonomie, on va vers une définition commune. Il va falloir se l'approprier, cette définition commune, au niveau des acteurs financiers. Ça prendra sans doute un petit peu de temps. Nous, on a commencé à le faire en test sur une partie à la fois de nos financements et de nos investissements. Mais ce que l'on peut reprocher à cette taxonomie, c'est justement son côté un petit peu binaire, c'est-à-dire définition de ce qui est vert, c'est-à-dire ce qui est déjà vert aujourd'hui, ou un autre grand bloc de ce qui ne l'est pas. Et nous, du coup, on pense que si on ne fait que ça, la finance durable passera complètement à côté de l'objectif en fait de transformation de l'économie, parce que l'enjeu il est bien entendu de développer les filières vertes, mais pas que. Si on veut efficacement lutter contre le changement climatique,
il faut que non seulement on augmente les financements sur les filières et les investissements sur les filières vertes, mais il faut surtout qu'on accompagne la transition, et ce mot de transition est très important, qu'on accompagne la transition de tous les secteurs d'activité, de tous nos clients, de tous les émetteurs qui aujourd'hui sont du côté non vert de la barrière, c'est-à-dire les secteurs les plus émissifs, les secteurs qui ont un impact négatif sur le climat et l'environnement de manière large, et accompagner donc la transition de ces clients. Donc pour accompagner cette transition, il y a plusieurs possibilités. Nous, on s'est engagé, donc côté Natixis, mais c'est le cas de notre maison mère, donc BPCE, dans une stratégie de transformation en fait de nos bilans bancaires. Côté Natixis, on a pris un engagement fort qui remonte à 2015, mais qui s'est accéléré depuis 2 ans, d'être aligné avec l'objectif de l'accord de Paris. Donc, une trajectoire de nos portefeuilles de financement qui soit inférieure à 2 degrés. Comme Julie l'expliquait, on a une difficulté de définition. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné avec 2 degrés? Et là, il y a un besoin extrêmement fort de la place au niveau européen d'avoir une méthodologie, de définir des méthodologies communes. Donc ça, on va y revenir sur, on s'oriente avec la taxonomie européenne vers une définition du vert, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin et de définir quels sont les indicateurs précis et les méthodologies précises qui permettent, et c'est l'exemple avec la trajectoire de degrés, c'est l'exemple du climat, mais on en a également besoin sur les autres aspects environnementaux, les autres impacts environnementaux que sont les impacts biodiversité, la pollution de l'air et des sols, l'utilisation des ressources naturelles, etc., d'indicateurs qui soient et de méthodologies qui soient partagées par tous, pour qu'on puisse comparer justement les financements entre eux et à terme, du coup, les produits d'investissement qui sont issus en fait de ces financements. Donc, alors, chez Natixis, on a développé une méthodologie plus granulaire que la taxonomie européenne. Elle porte le nom barbare de Green Weighting Factor, mais en gros, on pourrait appeler ça en français, et c'est d'ailleurs le nom que le projet avait initialement, le bonus-malus vert. On a développé une méthodologie très granulaire qui nous permet de déterminer sur chacun de nos financements, précisément, quels sont les impacts environnementaux de ce que l'on finance, donc que ce soit un client sur l'ensemble de ses activités ou que ce soit un projet précis ou un actif précis, et d'ajuster en fait, et on utilise cette classification qui prend la forme d'une couleur. Alors c'est assez simple à comprendre, ça va du marron foncé au vert foncé, il y a 7 niveaux, il y a un niveau neutre au milieu, et on utilise cette couleur en fait de nos financements que l'on fait systématiquement sur tout ce que l'on finance aujourd'hui pour ajuster en analytique le niveau de rentabilité de nos financements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un chargé d'affaires qui propose en comité de crédit un projet, le financement d'un projet ou d'un client qui est marron foncé, va se voir pénalisé parce que la rentabilité du financement va être plombée quelque part par son impact environnemental négatif. Donc, et la décision du coup de faire ou de ne pas faire la transaction peut être fortement influencée par ça. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on construit ces notes environnementales? Pour pouvoir les construire, on a besoin d'indicateurs et de données qui soient fiables, qui soient partagées, qui viennent de nos clients et sur des méthodes qui soient communes. Et à partir de données qui ne sont pas toujours disponibles aujourd'hui. Et donc, on a un problème qui est récurrent dans le marché de la finance verte, qui est l'accès à la donnée et de la donnée qui soit commune et partagée par tous. Donc, on accueille avec énormément d'enthousiasme la proposition, alors je suis quasiment sûre que c'était dans la proposition d'Alexandre Leroy dans son rapport, de créer une base de données en open source au niveau européen avec l'ensemble des données ESG, RSE, peu importe comment on les appelle, climatiques également, sur l'ensemble des émetteurs européens. Ce serait une étape, ça doit être un objectif et ce serait une étape très importante dans la rationalisation en fait des données à la fois côté financement et côté investissement. Donc, développer des méthodologies communes, développer une base de données communes. Je vais vous donner un exemple très simple sur la rénovation énergétique des bâtiments.
qui est ultra importante en France, mais pas que, partout en Europe, on a une donnée qui est relativement simple, qui est la DPE, le diagnostic de performance énergétique. C'est quelque chose, quand nous, en tant que particulier, quand on fait une acquisition immobilière, on a tout un tas de diagnostics nécessaires, dont on doit d'ailleurs apporter la preuve à notre banquier. Bon, bah, cette donnée, elle n'est pas renseignée dans aucune base de données, nulle part, ni en France, ni dans les autres pays européens. Il y a un seul pays dans lequel c'est fait aujourd'hui de manière volontaire, ce sont les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on peut accéder à l'équivalent de la DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, sur les bâtiments en open source, relativement simplement avec l'adresse des logements. Bon, bah ça, voilà, c'est un exemple de données qui serait absolument nécessaire pour pouvoir évaluer et du coup noter le financement de chacun des prêts immobiliers qui ensuite peuvent se retrouver au gré des titrisations, par exemple, dans des portefeuilles d'investissement. Donc voilà un exemple de données qui serait nécessaire. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres parce que il y en a tout un tas. La consommation d'eau, par exemple, les impacts biodiversité de nos clients, tout un tas de données RSE dont on pourrait tirer profit, qu'elles soient centralisées dans des bases de données au niveau européen. Et puis peut-être un dernier mot sur les produits d'épargne, puisqu'on a pas mal parlé des produits d'épargne en bout de chaîne, donc ça, c'est pas côté financement, c'est côté épargnant. Aujourd'hui, ce qui manque, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, ce qui manque, c'est deux choses. C'est une information claire des épargnants en bout de chaîne, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez dans votre agence bancaire et que vous voulez épargner, investir dans une unité de compte via votre contrat d'assurance vie sur un produit qui a un impact neutre, qui suit par exemple la trajectoire de degrés, ce sera très difficile parce que l'information qui est donnée en fait aux épargnants en bout de chaîne n'est pas claire du tout. Donc il faut absolument et ça, c'est sans doute aux législateurs européens d'agir, améliorer ce qui s'appelle en anglais les disclosures, donc l'information qui est donnée aux épargnants. Il y a tout un tas de travaux qui sont en cours au niveau de l'Europe pour améliorer cette information, mais attention, trop d'informations tue l'information. On a vu des propositions passer avec, par exemple, 50 indicateurs. Je peux vous garantir que l'épargnant particulier, si on lui propose 50 indicateurs dont il ne comprend pas vraiment le sens, ça n'améliorera pas sa connaissance et son choix sur les produits. Donc, il faut avoir des indicateurs resserrés, quelques indicateurs clés qui soient très clairs et très parlants pour le consommateur final. Et par exemple, la trajectoire de température est un indicateur qui est très simple à comprendre. Tout épargnant a entendu parler de l'objectif de l'accord de Paris, limiter la hausse des températures à 2 degrés. Si on rend obligatoire la publication pour tous les produits d'épargne, pas que les produits verts, de la trajectoire de température, à risque égal, le choix d'un épargnant qui veut investir sur des produits qui ont un impact positif sur le climat, entre un fonds qui serait sur une trajectoire 3,5 degrés et un fonds qui serait sur une trajectoire 2 degrés, le choix sera relativement facile à faire. Donc première dimension, c'est l'information des épargnants, et deuxième dimension, c'est effectivement la formation des prescripteurs, donc des banquiers dans les agences sur ces types de produits. Et là, c'est notre rôle en tant que banquier, alors pas côté Natixis, on ne fait pas de retail, mais dans notre groupe, c'est la formation de nos chargés d'affaires en agence pour être en capacité d'expliquer correctement aux épargnants finaux la différence entre les différents produits. Merci beaucoup, Karen, pour toutes ces explications. Et puis, donc, il y a pas mal d'éléments que vous proposez qui sont également dans le rapport d'Alexandre Holroyd, notamment sur tout ce qui est données extra-financières. Donc, voilà, il y a une convergence de souhaits, en tout cas, pour vraiment bien qualifier toute cette activité de prêt, notamment. On va passer la main à Laurette Philippot. Donc, Laurette, vous êtes chargée de campagne finance pour les Amis de la Terre et vous regardez notamment de près le contenu des portefeuilles des institutions financières, ce qui est un éclairage intéressant.
et vous plaidez dans vos campagnes pour un encadrement strict des activités brunes des institutions financières. Et donc, j'avais là 2 questions pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision donc, des enjeux appliqués à ces institutions? Et puis, peut-être quel regard vous portez sur la finance durable et sur l'offre des produits verts? Oui, bien, bonjour et merci pour l'invitation à participer à cette table ronde. Je souhaitais tout d'abord revenir sur le constat, celui, je pense, qui est partagé par l'ensemble des intervenants et intervenantes, le constat que la finance française est encore malheureusement loin d'être verte. Et en la matière, justement, la dépendance des grandes banques françaises, notamment aux énergies fossiles, est assez éclairante. Donc, énergies fossiles qui sont les premiers secteurs responsables des émissions de gaz à effet de serre, et secteurs dont nous devons organiser la sortie dès aujourd'hui si on souhaite justement garder une chance de rester sous la barre de 1,5 et même de 2 degrés de réchauffement climatique. Donc les études qu'on poursuit ont montré cette année que BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et le groupe BPCE ont financé depuis la COP21 et donc depuis l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, le charbon, le pétrole et le gaz à hauteur de près de 200 milliards d'euros. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que chacune de ces banques ont augmenté leur financement aux énergies fossiles entre 2016 et 2019. On parle au total sur ces 4 banques d'une augmentation de plus de 40%. Et donc ces nouveaux flux financiers ont permis d'alimenter continuellement et à grande échelle le développement de nouvelles réserves et d'infrastructures d'énergie fossile. Donc oui, les banques, les acteurs financiers parlent de plus en plus de climat, mais en fait, en réalité, elles font partie des acteurs qui continuent aussi d'appuyer sur l'accélérateur de l'emballement climatique. Et si on revient justement à la question du ratio brun vs vert, on voit aussi que la tendance est en fait encore largement favorable au brun. Oxfam montrait en 2018 que pour 10 € de financement accordé au secteur énergétique, 7 € vont encore aux fossiles contre seulement 2 € aux renouvelables. Et donc ça, évidemment, ces financements constants au secteur fossile ont un coût climatique extrêmement élevé. Coût climatique qu'on a chiffré avec Oxfam l'année dernière à une empreinte carbone qui serait 4 fois supérieure à celle du territoire français. Donc là, c'est pour vraiment faire un peu un état des lieux côté notamment finance brune. Et ce constat, pour nous, met en évidence 3 choses. La première, et je rejoins Julie Evin sur la question, c'est qu'il est impossible de faire abstraction de la question du brun et des secteurs des polluants quand on parle de finance verte. Et donc, l'urgence climatique impose de réorienter très très rapidement l'ensemble des flux financiers, et ça signifie en première priorité de couper les vannes aux industries, aux entreprises, aux projets qui aggravent la situation climatique. Le deuxième constat, selon nous, c'est qu'il faut s'intéresser à l'intégralité des portefeuilles de financement, d'investissement et d'assurance des acteurs financiers. En effet, mobiliser l'épargne pour alimenter le vert et développer des fonds et des produits financiers véritablement verts, c'est un véhicule nécessaire, j'y reviendrai, mais pas suffisant. Et pour assurer un alignement des flux financiers, des flux de capitaux avec l'objectif de l'accord de Paris, ce sera possible qu'en assurant l'alignement des institutions financières elles-mêmes sur une trajectoire de réchauffement global 1,5. Troisième constat, c'est le fait que l'incitation, malheureusement, elle ne suffit pas jusque maintenant. L'autorégulation fait la démonstration de ses limites. Et oui, les acteurs financiers ont, parfois sous pression des pouvoirs publics d'ailleurs, adopté au cours des dernières années des engagements sectoriels volontaires pour restreindre leurs activités dans certains secteurs, notamment le charbon. Mais voilà, les chiffres montrent que ces premiers pas, ces concessions sont finalement trop lentes et trop peu ambitieuses pour répondre à cet enjeu très rapide. Et donc, qu'il est quelque part dangereux de compter sur la seule spontanéité vertueuse des acteurs financiers pour transformer drastiquement un modèle économique et financier qui finalement est en fait historiquement lourdement dépendant notamment des énergies fossiles. Et donc, c'est nécessaire à cette étape-là aussi de passer par la régulation publique des activités financières pour les rendre en conformité avec une trajectoire 1,5. Et ça demande
premièrement, de définir dans la loi concrètement, et on en a parlé plus tôt, ce que signifie être aligné avec l'accord de Paris, et donc de définir des critères de ce que doit être un plan d'alignement avec un objectif 1,5 pour les acteurs financiers. Je pense que c'est important de penser dès maintenant aux horizons de long terme, ce que font d'ailleurs de plus en plus d'acteurs financiers en s'engageant, par exemple, dans les trajectoires pour atteindre la neutralité carbone en 2025, mais on est aussi en gros manque de cibles à atteindre et d'actions à mettre en œuvre à très court terme et à moyen terme. Pour ce qui est des énergies fossiles, la science est assez claire et unanime. Un alignement avec l'accord de Paris signifie, premièrement, dès aujourd'hui, d'exclure les entreprises qui se développent dans le charbon, donc pétrole et le gaz, et à commencer par les industries les plus risquées, notamment, pour en citer une, les pétroles et gaz de schiste, auxquels les banques et les investisseurs français restent malheureusement surexposés. Et deuxièmement, de programmer la sortie progressive et totale de ce secteur. Une majorité d'acteurs financiers français semblent s'entendre sur un calendrier de sortie du charbon aligné avec la science, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je pense que c'est indispensable que dès 2020 soit posé aussi un calendrier détaillé des secteurs des pétroles et gaz qui garantirait que justement cette dépendance aux énergies fossiles de notre économie et de nos acteurs financiers soit rompue d'ici la moitié du siècle. Et c'est aussi ensuite à la puissance publique et aux autorités de régulation financière, donc on a cité l'AMF et les CPR plus tôt, d'assurer le suivi et la mise en œuvre de ce plan d'alignement par les banques, les investisseurs et les assureurs. L'AMF et la CPR ont été en 2019 mandatés pour mener une première évaluation des engagements climat des acteurs financiers qui sera rendu d'ici la fin de l'année. Et ce mandat doit être renforcé aussi pour que les autorités soient garantes du respect par l'ensemble des acteurs financiers de mesures d'alignement strictes. Et donc ces méthodologies, ce plan, ces critères d'alignement doivent servir de base à l'évolution des produits d'épargne réglementée, des produits d'assurance vie, comme de tout cahier des charges pour le développement d'un label transition aligné avec l'accord de Paris, qui contiendrait notamment l'exclusion des entreprises et qui développent de nouveaux projets fossiles dans un premier temps. Je ne sais pas si j'ai encore une minute. Là, on va probablement devoir peut-être repasser un peu la main, parce qu'on voulait avoir aussi quelques éclairages sur le calendrier politique, l'agenda politique au niveau français et peut-être aussi certains éléments au niveau européen. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un fort appel. Alors, il y a différents types d'appels de la part des intervenants sur ce qu'il faudrait faire, mais il y a beaucoup de choses qui passent par la puissance publique. Et donc, je laisse peut-être la parole soit à Alexandre, soit à Bénédicte pour donner peut-être plus de précision sur ce qui est à venir, on va dire, en termes d'agenda politique sur ces sujets. Je me doutais que ce serait pour moi. Non, dans l'agenda politique, il y a bien évidemment le plan de relance. Et moi, ce que je veux dire, dans la continuité de ce qu'a pu dire aussi Laurette Philippot, on va avoir le budget vert. Je fais partie de ceux qui sont beaucoup battus pour avoir ça. Il ne va pas falloir uniquement regarder la partie verte. Ce qui est intéressant dans le budget vert, et c'est pour ça que je me suis beaucoup battue pour l'avoir, c'est pour regarder les dépenses aussi brunes de l'État. Parce qu'on a besoin d'un élément objectif qu'on partage tous ensemble comme constat pour ensuite regarder comment l'État lui-même se transforme, et il doit donner l'exemple. Et je réagirai aussi sur la partie rénovation énergétique des bâtiments, parce que on va avoir le plan de relance, on va avoir aussi la transposition dans la loi des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc sûrement pour la fin d'année, le calendrier n'est pas totalement arrêté. Il faut qu'on voit justement, parce que je pense qu'il y a une forme de complémentarité quand même entre le budget et les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc j'imagine que ça sera dans un calendrier qui sera aligné. Mais pour le voir aussi très concrètement, opérationnellement sur le terrain, les artisans aujourd'hui se disent, mais en fait, nous, il faut nous dire à un moment donné où vous voulez aller. C'est soit on passe concrètement aux énergies renouvelables, soit on continue justement à installer des chaudières au gaz, etc., etc. Et on voit qu'on est à un moment charnière
Parce que quand ça arrive aussi concrètement sur le terrain et que les artisans se disent finalement, on ne sait plus comment orienter les Français, ça interroge. Après, et je terminerai par là, il y a une question de prix. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz sont moins chers. Donc, les ménages font un arbitrage prix. Donc, désolé de le dire, et ce n'est pas la mode non plus de le remettre sur la table, mais les mécanismes de prix et de taxe carbone sont quand même les meilleurs outils pour réorienter. Et là, il faut avoir un débat, il ne faut pas avoir peur. Il y a eu la crise des gilets jaunes, mais les gilets jaunes sont aussi en faveur du climat. Et le mécanisme de taxe carbone, ce n'était pas la taxe carbone en tant que telle qui est le mauvais outil, c'est l'ingénierie autour de la taxe carbone qui n'est pas la bonne. Donc vraiment, on ne peut pas dire aux gens que ça se passera voilà, comme ça, sans contrainte. La taxe carbone est une forme de contrainte, mais de prix, un mécanisme de prix, et c'est important de réfléchir à ces mécanismes de prix aussi, parce que je pense que sans ça, on ne s'en sortira pas. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion, Bénédicte Terol. Nous allons donc clore la table ronde. Je vous remercie donc pour ces échanges, et puis à suivre donc une table ronde sur verdir le budget de l'État. Donc, très bonne journée à tous.